Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Alors, depuis un mois, à chaque mardi, en entrant au Collège de France, il m'arrive une chose à laquelle je ne parviens toujours pas à m'habituer. On me salue en me disant « Bonjour, professeur ». Alors, cela m'émeut et je ne sais pas quoi faire de cette adresse. Ça me fait rire bêtement et c'est complètement idiot. Mais le fait est que je n'arrive pas à entendre cette adresse comme il faut. C'est comme un costume qui n'est pas le mien, trop grand ou en tout cas pas mon genre. Alors j'y ai quand même beaucoup réfléchi. Et je me suis dit que s'il est vrai que la mythologie grecque est cet ensemble de récits où il m'est si naturel de réfléchir sur le monde et sur moi, s'il est vrai que mon amour pour Ulysse, pour Électre, pour Europe, le Minotaure, est si grand, il me fallait alors regarder la situation à l'aune de cet amour, à l'aune de cette mythologie, et donc cesser de faire l'imbécile si je ne veux pas déclencher la fureur d'Apollon, ou celle, bien pire, d'Athéna, qui ne supporte pas de voir un mortel se mettre par fausse humilité en deçà de sa mesure, et qu'au lieu de jouer au con, je ferais mieux d'assumer ce titre, l'accepter, cesser de faire l'enfant, et le temps de cette année, le prendre très au sérieux. Alors c'est ce que je me suis décidé à faire à partir de cette leçon. De ce fait, je me suis engagé, envers moi-même en tout cas, d'être en effet entièrement et légitimement professeur au Collège de France et ne plus me laisser aller à des divagations, de rester calme et me rappeler ce que signifie le mot de leçon. D'y revenir, en tout cas, de m'y attacher, m'astreindre au chemin du savoir et ne prononcer que des faits, des réalités. Tenter de faire, en tout cas, quelques liens entre elles et, au lieu qu'ils se retrouvent à devoir faire face à mes vents contraires, donner à celles et ceux qui se lèvent tôt pour venir ici m'écouter l'impression qu'ils ont appris quelque chose en sortant. Ne pas pervertir donc cette estrade et ce pupitre en faisant un lieu de théâtre, déjà que je le fais assez, mais au contraire les honorer pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire l'espace d'un collège, les honorer en faisant leçon à travers la plus grande clarté que je peux conférer à mes propos. Fini donc les escaliers de la pensée, terminer les dérives et revenir aux fondamentaux de l'enseignement qui consiste à dispenser un savoir. Alors, ceci étant dit, je commence. De la centaine de tragédies que Sophocle a écrites au cours de sa longue vie, 7 seulement sont parvenues jusqu'à nous. Ajax, les Trachiniennes, Antigone, Oedipe-Roi, Électre, Philoctète et Oedipe-Apollone. Or, 3 de ces 7 tragédies voient leurs protagonistes mourir au beau milieu du récit, les Trachiniennes, Ajax et Antigone. Tragédie de l'intime, les Trachiniennes est la tentative malheureuse de la reine Déjanire de ramener vers elle l'amour d'Héraclès, son époux. Alors, passant par la sorcellerie, elle enduit une tunique avec le sang d'un centaure, élixir d'amour, contre lequel le plus grand héros grec ne pourra pas résister. Et elle lui fait parvenir cette tunique. L'onguent, par contre, s'avère être un poison. Héraclès, à peine a-t-il revêtu la tunique, sertie de pierres précieuses, qu'il se condamne à une mort certaine. Apprenant de son propre fils que, par sa faute, elle a provoqué la perte de l'homme qu'elle aime, Déjanire ne dit rien, se tait et, après un long et terrifiant silence, rentre dans le palais. Elle erre çà et là, touche les objets familiaux qui naguère la rendaient heureuse et, se jetant aux pieds de ses serviteurs, leur demande pardon, pleure et sanglote, évoquant son destin et sa maison à présent vide, puis se précipite vers la chambre d'Héraclès, se jette sur le lit et pleure et murmure « Chambre, couche nuptiale, c'en est fait,
vous ne me reverrez plus. Et puis elle dégrafe la boucle d'or qui retient sa robe, elle se saisit de sa lame à double tranchant, et d'un seul geste, elle se transperce le flanc de bas vers le haut, se vidant aussitôt de son sang, laissant les ténèbres lui couvrir les yeux. Déjanire meurt, et il reste encore 50 minutes au spectacle. La pièce est donc construite en deux parties. La première s'achève avec le suicide de Déjanire, la seconde met en scène la longue agonie d'Héraclès. Lors de la représentation qui eut lieu à Athènes aux alentours de 445 avant notre ère, Déjanire et Héraclès étaient interprétés par le même comédien. Le suicide était rapporté par une servante et était suivi d'un chant de lamentation où le chœur exprime sa douleur à la mort de la reine. Cela laissait au comédien qui venait d'interpréter Déjanire le temps de changer de costume et de masque avant d'entrer pour interpréter l'agonie d'Héraclès. Ajax raconte la tragédie du guerrier aux larges épaules, le fils de Télamon, qui, après avoir confondu sous la magie d'Athéna les généraux grecs avec un troupeau de bêtes, décide, pour effacer sa honte, de se donner la mort en se jetant sur son épée. Ô mort, voici l'heure juste. Clarté de ce jour radieux, toi, soleil, je te salue pour la dernière fois. Sol sacré de ma terre natale, Salamine, illustre Athènes avec ton peuple frère, et vous, sources et fleuves sacrés, je vous salue ici. Adieu. Voilà le dernier mot que vous adresse Ajax. Désormais, c'est à ceux d'en bas, dans l'enfer, que je parlerai. Et Ajax se lance et se jette sur la lame qu'il avait pris soin de planter dans le sol de Troie. Ajax meurt, et il reste 50 minutes au spectacle. La structure de la pièce suit la même construction que celle des Trachiniennes. La première partie s'achève avec le suicide d'Ajax. La seconde met en scène le combat de Teucros, le frère d'Ajax, contre Agamemnon, puis contre Ménélas, qui refuse qu'une sépulture soit offerte à Ajax avant l'arrivée de Ulysse. Ajax et Teucros, à la création, étaient interprétés aussi par le même comédien, suivant ce même principe, lui permettant de se changer de costume et de masque pendant le récit de la mort d'Ajax et les lamentations du chœur. Dans Antigone, une jeune fille contrevient à la loi édictée par son oncle Créon qui interdit sous peine de mort une sépulture à son frère Polynice, accusé d'avoir voulu détruire la cité. Refusant de se plier à ce décret, réitérant contre Créon l'accusation de blasphémer les lois immémoriales des dieux au profit de lois humaines, Antigone est condamnée à être enterrée vivante et, malgré les protestations, est mise à mort. Ô terre de Thèbes, citadelle de mes pères, ô Dieu dont ma race est issue, voici que l'on m'entraîne, pour moi plus de délai. Regardez, vous, fils des chefs de Thèbes, la seule qui survive de la lignée des rois, regardez bien ce que je souffre et du fait de quels hommes pour avoir respecté mes devoirs de piété. Antigone meurt, et il reste encore 50 minutes au spectacle. La structure de la pièce obéit aussi à une construction en deux parties, la première s'achevant aussi par la mort d'Antigone, quand la seconde met en scène la chute de Créon. Les trois pièces sont l'œuvre du même auteur. Les récits qui les composent sont puissants, les personnages spectaculaires et le fond tragique sur lequel reposent les événements qui les structurent abyssal. Et pourtant, il y a dans Antigone un éclat que les deux premières pièces ne parviennent pas à avoir. Et cet éclat est dû pour beaucoup à un choix que Sophocle opère dans Antigone qu'il n'a pas opéré dans les deux premières. En effet, que ce soit dans les Trachiniennes ou dans Ajax, les protagonistes de la tragédie ne se rencontrent pas. Déjanire ne rencontre pas Héraclès. Ajax ne rencontre ni Teucros, ni Ulysse, ni Agamemnon, ni Ménélas.
Très influencé encore par les structures échylliennes, son aîné, Sophocle n'a pas pensé, ou n'a pas osé, ou n'a pas voulu, ou n'a pas cherché, n'a pas essayé à faire intervenir un comédien supplémentaire comme il le fera plus tard, de sorte que Déjanire et Héraclès, étant interprétés par le même comédien, ne pouvaient physiquement pas se confronter l'un à l'autre. Pourtant, à la lecture de la pièce, on ne peut s'empêcher de rêver à la manière avec laquelle le génie de Sophocle aurait composé une scène de confrontation entre les époux, entre Déjanire et Héraclès, comme il le fera plus tard en faisant se rencontrer Électre et Clytemnestre ou Oedipe et Jocaste. Or, c'est dans Antigone, rédigée une vingtaine d'années après Ajax, que, détaché de l'ombre d'Échille, sachant sans doute davantage qui il est comme dramaturge et ce qu'il recherche, maîtrisant mieux les ressorts dramaturgiques et les rythmes des récits, sans doute aussi parce que, ceint d'une plus grande autorité, Sophocle introduit un comédien supplémentaire et passe de 2 à 3 acteurs. Peut-être l'avait-il fait auparavant dans des pièces qui ne nous sont pas parvenues, on ne le saura jamais, mais permettant en cela la rencontre entre Créon et Antigone. Or, c'est la possibilité de les faire se rencontrer et de pouvoir écrire des scènes de confrontation entre eux qui confère à cette pièce son caractère intemporel. Mais le bon ne saurait être traité de la même manière que le méchant, dit Créon. Antigone lui répond « Qui sait si, sous la terre, se partage à la moindre valeur ? Un ennemi, même après sa mort, ne devient jamais un ami. » Antigone répond « Je suis faite pour aimer, non pour haïr. » Bien, sans la possibilité de faire se rencontrer Créon et Antigone, nous n'aurions jamais eu ce dialogue que nous devrions, 2500 ans plus tard, vociférer encore dans les oreilles opaques de bien de nos dirigeants et aux oreilles de tous ceux et celles qui se targuent de jouer les juges à la mastication minable des réseaux sociaux de leurs portables. Dès lors, libéré de l'obligation d'attendre que Antigone meure pour faire entrer en scène Créon, Sophocle peut faire de Créon le fil qui traverse le spectacle du début jusqu'à la fin et d'Antigone celle par qui la révolte vient et dont les actes et les paroles ébranlent le pouvoir et précipitent sa chute. Or, si Sophocle a pu offrir au monde un des plus grands textes jamais écrits, à travers lequel des centaines de millions de personnes se reconnaissent encore aujourd'hui. Ce n'est pas seulement grâce à son esprit et à son talent, mais à ce rajout d'un acteur supplémentaire. Cet acteur supplémentaire permet la rencontre. Nous ignorons aujourd'hui tout du cadre budgétaire dans lequel les productions se passaient à l'époque. Mais il est aisé d'imaginer le tenant de la bourse des spectacles, l'administrateur en quelque sorte, rouspéter devant cette décision. Les Athéniens étaient extrêmement procéduriers. Le budget initial prévu pour le spectacle était prévu pour 2 comédiens. Eh bien, ce budget a sans doute explosé. Au bureau de production de l'époque, cela a dû sembler aussi extravagant de faire entrer un acteur supplémentaire que lorsque Romeo Castellucci a offert dans la cour d'honneur du Palais des Papes son spectacle Inferno d'après Dante, sans qu'aucune parole, ou presque, ne soit prononcée, ou quand Denis Marlowe, dans Les Aveugles de Maeterlinck, a donné à voir un spectacle sans comédien. Eh bien, le théâtre, c'est avant tout l'art de confronter la matière et de la gérer. Le sens, lui, naît plus tard. Un étudiant qui préparait un travail sur incendie m'avait un jour demandé si la raison pour laquelle, dans la mise en scène que j'avais faite, je faisais entrer tous les personnages du côté court, c'est-à-dire depuis la droite, quand on regarde la scène, si cette décision était liée à ma langue maternelle, l'arabe se lisant justement de droite à gauche. Alors je l'avais longtemps regardé, il avait pourtant assisté à toutes les répétitions. Je lui avais demandé, mais si ma langue maternelle avait été le japonais, tu crois que je les aurais fait descendre par les cintres de haut vers le bas ? Je veux dire, non mais regarde, bon sang, regarde, il n'y a pas d'entrée à jardin dans ce théâtre, il n'y a pas de porte. Alors je suis bien obligé de les faire entrer du côté court. Le théâtre, c'est rarement de la sémiotique. Ce sont des corps, c'est des réalités physiques.
Ce sont des éléments techniques, ce sont des conventions collectives, ce sont les horaires des derniers métros sur la ligne 13 qui déterminent, in fine, la durée possible d'un spectacle. Si tu ne veux pas que ta salle se vide 20 minutes avant la fin, je te conseille vraiment de couper une demi-heure à ton spectacle, m'a déjà dit un directeur de théâtre qui connaissait le planning des derniers métros par cœur. Et il avait raison. Au Théâtre 71 à Malakoff, vous ne pouvez pas décharger le décor les mercredis, car c'est jour de marché. Alors, si vous ne faites pas attention à ce détail, vous pouvez perdre un jour de répétition. Eh bien, c'était sans doute la même chose il y a 2500 ans au département technique du théâtre de Dionysos, où Échille, Sophocle et Euripide ont eu le trac. Un exercice d'ailleurs à faire pour ceux qui ont la chance un jour d'aller à Athènes, c'est d'aller s'asseoir dans les ruines du théâtre de Dionysos et de lire Antigone, assis là où la première eut lieu. Bien que les scènes se déroulent à Thèbes, Sophocle ne cesse de jouer avec les paysages que le spectateur athénien avait sous les yeux. Le Coryphée dit « Et du haut de ses remparts, il cria « Victoire !» On lève la tête, on voit les remparts qui protégeaient Athènes. On voit les remparts, les arbres, le ciel et le soleil. Il n'est donc pas délirant d'imaginer que Sophocle lui-même a dû ressentir une frustration de ne pouvoir écrire les scènes entre Ajax et Teucros, entre Déjanire et Héraclès, parce que limité à 2 acteurs, et de cette frustration a surgi la nécessité de l'acteur supplémentaire. Les traditionalistes de l'époque, les Échiliens, ont peut-être vu cela comme une décadence, comme ceux qui aujourd'hui considèrent l'utilisation de la vidéo ou du micro comme une hérésie. Eh bien, pour Sophocle, il y avait une limite à ce que tout soit raconté. Il fallait que les corps se fassent face, qu'ils se rencontrent. Le personnage d'Antigone n'a que 3 scènes dans la pièce, quand Créon y est présent tout le long. Or, si la pièce s'appelle Antigone et non pas Créon, c'est parce que la rencontre a pu se faire entre Antigone et Créon. C'est sa confrontation à Créon qui révèle la beauté d'Antigone. La voir lui tenir tête, la voir vraiment, c'est cela qui nous bouleverse. Cette jeunesse ardente, dressée contre le pouvoir, c'est le jeune homme de Tiananmen face au char d'assaut, Gandhi face à la brutalité de l'Empire britannique, Rosa Parks s'assoyant en avant du bus, et tant d'autres aujourd'hui qui relaient de génération en génération, d'obstination en obstination, la figure éternelle d'Antigone. Cette figure ne brillerait pas d'un feu aussi incandescent sans sa rencontre avec Créon, sans donc 7 acteurs supplémentaires. C'est le fracas de 2 entités qui se rencontrent qui donne naissance au rayonnement et à l'énergie d'un récit, comme d'une vie. C'est parce qu'ils rencontrent une particule animée d'une vitesse pratiquement luminique et donc porteuse d'une énergie cinétique considérable que l'atome est en mesure de se fragmenter. Sans cette fragmentation, pas d'énergie, eh bien pas de mouvement. De même, il faut voir l'écriture comme un accélérateur à l'intérieur duquel a lieu la rencontre violente, presque luminique et en collision frontale, où se fracassent les unes contre les autres, les violences et la fulgurance de nos pulsions qui, elles, révèlent en se fracassant notre humanité. L'écriture est un accélérateur. Car il faut bien se fragmenter au visage bouleversant de l'autre qui surgit devant nous. Il faut bien se fragmenter contre ce visage pour se révéler à soi-même. Comme cet enfant dans Persona de Bergman qui caresse ou tente de rejoindre ou cherche à devenir ce visage sur l'écran de ses rêves. Car oui, quel est cet écran sur lequel se projettent nos rêves? Sur quoi on rêve? C'est quoi l'écran? Sur quoi se projette à l'intérieur de notre esprit cela qu'on nomme souvenir, les images de l'enfance, les images de toute notre mémoire? Quel est l'écran où cette vision se montre? Sinon, ce visage initial qu'est le visage de notre mère, absolue, indépassable de l'amour. Et quand je dis mère, cela peut être un homme, une femme, c'est l'amour. Qui n'a jamais été regardé avec amour
dans sa prime enfance, ne peut en aucun cas faire l'expérience ensuite de la rencontre. Mais les rencontres peuvent être néfastes, on le sait tous. Et il en existe de bien mauvaises. Et certaines rencontres, par leur singularité, sont plus virulentes que d'autres. Elles peuvent nous atteindre si profondément qu'elles ébranlent les torsions et les spirales de notre ADN, dans leur façon de s'imposer à nous, de marquer et de déterminer pour toujours nos chemins. Ces rencontres nous poursuivent et nous hantent notre existence durant. Et que ce soit la rencontre avec une personne ou une idée ou un objet, ou que ce soit une vision, lorsqu'une rencontre de cette nuisance-là se produit à l'âge de l'enfance, eh bien, une existence entière ne suffit pas toujours pour la défaire. L'abeille entre dans le pot de miel, elle doit en ressortir si elle veut survivre, mais sa raison d'être est le miel. L'abeille est prise au piège de la contradiction. Ce qu'elle aime la tue. Alors comment défaire ce qu'une rencontre inopportune a scellé à jamais en nous, soudé, bétonné et enterré sous sa carapace de plomb? Comment on se libère d'une rencontre qui nous attache parce qu'elle nous tache comme la tache de vin tache la blancheur de la nappe? Je me permets une parenthèse. De toutes les leçons que j'ai rédigées jusqu'à présent, celle-ci vraiment s'avère la plus pénible, la plus nauséeuse et à certains égards la plus odieuse à cause de l'interdiction que je me suis imposée depuis le début de ne pas succomber à la tentation de la narration. Or, c'est ce qui se trouve caché au cœur de la leçon d'aujourd'hui qui me fait écrire depuis le début. Et de ce fait, n'est exprimable pour moi qu'à travers la narration. Mais comme je ne veux pas me résoudre à transformer cet endroit en théâtre, je vais continuer le long du chemin de la pensée, comme celui qui, pour rejoindre la rive opposée, tente de traverser une rivière en sautant d'un caillou sur un autre. Forcément, il finit toujours par tomber dans l'eau. Eh bien, je finirai moi aussi par tomber dans le récit, mais avec la promesse d'en sortir le plus vite possible. Donc je suis vraiment désolé à l'avance. Et si vous êtes assis sur une chaise, peut-être déplacez-vous d'une demi-chaise, et ainsi, assis entre deux chaises, vous coïnciderez davantage avec la situation dans laquelle je me trouve, dans laquelle je n'ai pas eu d'autre choix que de me mettre. Mais c'est peut-être aussi là, dans l'entre-deux des chaises, qu'il faut aller pour oser se fracasser contre la violence du verbe rencontrer. Alors, je ne l'ai jamais exprimé aussi clairement, mais l'écriture, pour moi, est un pis-aller pour me consoler d'une rencontre dont il a fallu, par tous les moyens, me séparer. Une rencontre aussi incendiaire que le sont ces passions amoureuses qui nous détruisent, qui nous mènent à la mort ou pire, à la folie. Quand aimer, avec toute l'intensité dont nous sommes capables, devient un saignement, aimer avec la conviction que tous les atomes qui nous composent, tous les électrons qui s'agitent au sein de ces atomes ne vont plus au hasard, mais au contraire semblent aller toutes dans la même direction vers l'objet de notre passion, objet dans lequel on voudrait se fondre, disparaître, pour naître autrement, en avaler une partie pour à jamais en avoir le goût dans la bouche, baiser éternel qui n'a cesse de se répéter langue à langue pour que toujours il nous reste au fond de la gorge, le goûter sans cesse. Cette rencontre-là s'est faite il y a très longtemps. Très très longtemps, bien avant toutes les rencontres, bien avant Littoral et François, bien avant Tristan et Dimitri, Aimé et Incendie, bien avant Edwige et Charlotte, bien avant Dorothée et Alphonse, c'était avant Grégor, avant Julien, avant André, avant Déjanire, avant Antigone et Vassili, c'était avant Anne-Claire et Lou, avant Juliette et Arnaud, avant Warch et Ulysse. Tous et toutes ont été des rencontres tardives par rapport à cette première rencontre. Avant elle, avant ces rencontres-là, avant eux et avant elle, avant les autres, il y eut cette rencontre la plus déterminante, la plus néfaste, la plus démoniaque, la plus satanique, et donc aussi la plus extraordinaire et la plus magique de tous. Nous naissons tous une seconde fois, et bien souvent en sortant du ventre d'une rencontre effroyable. Pour que cette rencontre survienne, il a fallu un contexte. Ce fut celui idéal de la guerre civile libanaise. Il a fallu aussi un éventail de conjectures historiques et sociales et quelques traumatismes enfouis. Ils se présentèrent tels un fruit bien mûr à travers la haine et la frayeur que mon père éprouvait pour les Druzes
haine et frayeur qu'il tenait de sa grand-mère, hanté jusqu'à sa mort par les souvenirs des massacres que cette communauté avait perpétrés contre la nôtre à la fin du XIXe siècle dans les montagnes libanaises. De ce fait, une fois marié et avec des enfants, mon père n'attendit pas longtemps avant de quitter le village d'où il était originaire pour se déraciner vers une montagne entièrement chrétienne. Enfin, il a fallu que dans ce nouveau village où nous nous sommes installés, je me lie d'amitié à l'intermédiaire qui allait me faire entrer dans ce territoire où m'attendait celle qui allait déterminer à jamais ce que je suis devenu. L'intermédiaire s'appelait Antoine. Et notre rencontre a eu lieu à cet âge qui remonte à avant la mémoire, car de notre première rencontre, je n'ai aucune image. Nous étions beaucoup trop jeunes. Je me souviens simplement que Antoine était un ami avec qui j'allais jouer. Nos parents ne se fréquentaient pourtant pas et je crois même qu'ils éprouvaient un mépris mutuel. Ceux d'Antoine étaient des agriculteurs qui ne savaient ni lire ni écrire, issus d'une famille pauvre, comme l'étaient mes propres parents, mais les miens, pour être allés à l'école jusqu'au brevet, devenant comptable pour ma mère, commerçant pour mon père, avaient accédé à un confort qu'aucun de leurs ancêtres n'aurait pu seulement se figurer. Devenus ce qu'on pourrait qualifier de petits bourgeois, avec une voiture, un appartement et des meubles italiens, allant au cinéma pour voir les comédies musicales américaines, parlant français entre eux, rejetant avec dégoût cette arabité trop associée aux musulmans qu'ils détestaient, se réclamant d'un phénicianisme qui n'avait aucune consistance, ni culinaire, ni rituelle, ni historique, ni religieuse, simplement une manière de dire « nous ne sommes pas des Arabes », mes parents regardaient d'un mauvais œil les parents d'Antoine, sans doute parce que, une fois sortis de la pauvreté, ceux qui l'ont été et qui en ont souffert ne méprisent rien de plus que ceux qui le sont restés, les traitant d'incapables et d'ignorants, manière de se convaincre que eux, contrairement aux autres, ont su échapper à la misère et à leurs origines, ce qui, pour beaucoup de Libanais de confession chrétienne de cette génération, était un signe de réussite. Mais malgré cette inimitié, nos parents ont eu l'intelligence de ne pas nous mêler, Antoine et moi, à leur jugement. Antoine avait 2 frères, bien plus âgés, et tous 2 faisaient partie des commandos d'élite au sein des Kataeb, la puissante milice des phalangistes chrétiens de Pierre Gemayel. Pour mes parents, ces 2 garçons étaient les pires voyous qui soient, les pires malfrats, et ils m'interdisaient de les approcher ou de leur adresser la parole. Et il est vrai qu'ils étaient terrifiants. Mais aux yeux d'Antoine, c'étaient ses frères, et il les aimait. Plus, ils étaient pour lui les plus grands héros qui soient. Après chaque mission punitive contre les Palestiniens à laquelle ses frères prenaient part, comme celle du bidonville de la Quarantaine où 1000 civils palestiniens furent assassinés, ou celle de la colline du Thym qui s'est elle aussi soldée par un massacre pour venger celui qui fut perpétré par les milices palestiniennes au village chrétien de Damour où des centaines de chrétiens ont été décapités, Antoine alors me donnait rendez-vous à la fontaine du village et, soulagé, fier, il m'annonçait que ses 2 frères sont rentrés cette nuit-là sains et saufs. Antoine alors me racontait combien de Palestiniens l'un et l'autre de ses frères avaient tué et dans quelles circonstances. Et qu'importe les sévices, tous s'achevaient de la même manière. Il lui a tranché la bite et les couilles, et alors qu'il était toujours en vie, il lui a enfoncé dans la gueule, il lui a tiré une balle dans la tête. Antoine avait des cheveux blonds, il avait des yeux verts de jade et une peau transparente. C'était un ange qui parlait lentement, timidement, et d'une voix douce. Quand il me racontait les massacres, des larmes de joie et de fierté lui montaient aux yeux. Antoine ne savait pas écrire. Parfois, il sortait un cahier et me demandait d'écrire ce qu'il m'avait raconté pour qu'il puisse s'en souvenir plus tard lorsqu'il saura lire. Il m'arrivait alors de ne pas retranscrire tout à fait les histoires qu'il me décrivait, mais d'écrire d'autres choses, des phrases simples qui témoignaient de mon amitié. Je pouvais lui écrire par exemple « Mon cher Antoine, tu liras ça plus tard, mais quand tu étais enfant, tu as eu un ami à qui tu pouvais tout raconter, et cet ami s'appelait Wajdi. » Ce genre de choses. Antoine me décrivait les tatouages que ses frères se faisaient sur la nuque, un trait à chacune de leurs victimes, et l'espoir qu'ils avaient de réussir à faire un jour le tour de leur cou. Antoine et moi étions inséparables. Nous discutions de tout, de voitures, d'armes, de foot, et une de nos plus grandes joies consistait à aller au cinéma du village voir les derniers westerns avec Terence Hill et Bud Spencer.
Mais pour lui, autant que pour moi, le seul rêve valable, le seul qui pouvait avoir du sens, n'était pas de devenir footballeur ou acteur, n'était pas de rencontrer telle ou telle star, ni de pouvoir conduire telle ou telle voiture, ou d'avoir tel ou tel objet, ni même d'être riche. C'était d'appartenir à cette milice des Kataeb et d'en devenir le membre le plus valeureux. Ça, c'était le rêve. En ce sens, l'enfance nous semblait interminable et faite uniquement d'interdits. Chaque dimanche, on était enfant de chœur et on servait la messe. On ne comprenait pas pourquoi le curé avait le droit de manger une hostie plus grande que celle qui était distribuée aux fidèles au moment de la communion. Antoine m'avait dit « ça se mesure à la taille des bites. Plus tu as une grosse bite, plus ton hostie est grande. » J'avais demandé à Antoine comment il pouvait connaître la taille de la bite du curé pour affirmer une chose pareille. Il m'avait alors révélé, après m'avoir fait jurer de ne jamais en parler à personne, sur quoi il risquait de se faire tuer par ses parents et par ses frères, qu'il arrivait quelquefois au curé, quand celui-ci lui ordonnait de rester un peu plus longtemps que les autres après la messe, de lui demander de s'enduire la main avec de l'huile bénite et de lui frotter le sexe jusqu'à ce que le lait en sorte. J'en étais resté estomaqué. Tu lui touches la bite ? Oui, mais il se lave avant et en échange, il me donne le sac où il y a les retailles des hosties. Je ne savais pas qu'il pouvait y avoir du lait, avais-je dit à Antoine. J'avoue, je ne comprenais rien à cette histoire de lait. Antoine m'expliqua alors que c'était un peu comme avec les vaches. Il fallait les traire, sinon ça leur faisait trop mal, ça les brûlait. Bien, le curé, c'est pareil, ça le brûle. Oui, d'accord, mais pourquoi il ne se frotte pas la bite lui-même, lui avais-je demandé. Pourquoi il a besoin que quelqu'un la lui frotte? Antoine avait aussi posé la question, et le curé lui avait dit qu'il lui arrivait de le faire, et que nous aussi, quand on sera grand, on pourra le faire, mais quand c'est quelqu'un d'autre qui le faisait, c'était plus efficace. J'étais quand même vexé. Et pourquoi il te demande ça à toi et pas à moi? Eh bien, t'as déjà traité une vache, toi? M'a demandé Antoine. Non. Bon, bah alors, ça m'avait semblé logique, mais je savais que la réponse était autre. Antoine était beau. Et si moi, je n'étais pas totalement moche, j'étais désespérément banal. Quelques mois plus tard, nous devions avoir 8 ans alors, un matin, Antoine est venu me chercher et m'a dit qu'il voulait m'offrir un cadeau. J'ai cru à un moment que nous allions aller voir le curé. Mais au contraire, nous avons marché jusqu'à un terrain vague qui appartenait aux parents d'Antoine. Leur vieille ânesse paissait tranquillement, attachée à un arbre par son licou. Un des frères d'Antoine était là, torse nu. Il nettoyait et huilait ses armes sous un soleil de plomb. Antoine me dit « L'ânesse est trop vieille, on doit l'abattre. Est-ce que tu as envie de tirer avec une kalachnikov ?» Son frère me regardait en souriant, guettant ma réaction. L'arme était entre ses mains, rutilante, magnifique. Sur un côté de la crosse, en bois clair, le visage du Christ souffrant y était magnifiquement gravé, sous lequel était écrit en arabe « Pardonne-nous nos péchés ». Et sur l'autre côté de la crosse, sous le visage de la Vierge, était inscrit « Délivre-nous du mal ». Sans dire un mot, le frère prit le caractéristique chargeur recourbé des kalachnikovs et l'enfonça dans son culot, manipula crânement l'arme, il ôta la sécurité, vérifia la mire et me la tendit. « Elle a tué plein de Palestiniens, celle-là, tu sais, me dit-il. « Prends-la, vas-y, vas-y, me dit Antoine. » Je me suis saisi alors de la kalachnikov. Et, à l'instant où je l'ai prise, j'ai eu la conviction que j'entrais enfin dans ma vraie vie. Je sus pourquoi j'existais. J'ai su à l'instant que j'étais lié de très très près à ça, cette arme-là, à sa férocité, sa sauvagerie et à sa noirceur. J'ai ressenti l'océan insondable de la violence que je portais se soulever comme sous l'effet d'une tempête soudaine et j'ai su que plus rien, jamais, n'allait réussir à calmer cette tempête. Je sus cela avec une certitude qui semblait remonter à un temps qui était bien au-delà de ma propre existence. J'appartenais à cela, j'étais destiné à ça, à cette arme-là. Cette arme-là n'avait été fabriquée que pour moi. Combien elle pèse ? Ai-je demandé. Le frère éclata de rire. Eh bien déjà un professionnel, 3,6 kg non chargés, 4,5 kg chargés. Tout en elle était exceptionnel de beauté, son ergonomie, la manière avec laquelle elle s'intégrait à mon bras. Tout était enchantement, une magie.
La tenant d'une seule main, ma véritable anatomie semblait se révéler à moi comme ces films où un humanoïde, à la faveur d'un incendie qui fait fondre son revêtement synthétique, le faisant ressembler à un humain, révèle enfin sa véritable nature. Je voulais tuer. Je voulais être cette arme. Je voulais qu'elle se saisisse de moi et qu'elle me possède. Je tire où ? Ai-je demandé. Sur l'ânesse, dit le frère en riant. Tu tires sur l'ânesse, où tu veux tirer, sinon sur nous ? Alors j'ai pointé l'arme vers la vieille ânesse. Paisiblement, elle a tourné son regard vers moi. Elle m'a regardé, je l'ai regardée. Battant la queue contre les seins de mouche qui la harcelaient, j'ai senti monter en moi toute la pitié dont mon cœur était capable. J'ai pensé à Antoine qui frotte le sexe du prêtre et j'ai eu un sentiment étrange de colère. J'aurais voulu que ce soit le curé à la place de l'ânesse. Je n'aurais pas eu à sentir cette pitié qui me faisait hésiter. Jamais cette bête n'avait eu la moindre malveillance. « Allez, Rambaud, vas-y, défoule-toi, tire !» a dit encore le frère. Je tenais l'arme à deux mains, bien campée sur mes deux jambes. Et toute ma vie était là, entre mes mains. Et tout faisait sens, tout s'alignait, tout. J'ai entendu mon prénom résonner à mes oreilles. Wajdi, Wajdi, de Wajd, c'est-à-dire extase, amour infini, avec le « i » en suffixe pour dire la possession, pour dire ma, mon, Wajd-i, mon extase, mon amour infini, comme dans « tu es ma vie, tu es mon amour, tu es le joyau infini, la splendeur de ma raison d'être, la grandeur de l'amour ». C'est mon nom. Et pour la première fois et la seule fois de toute ma vie, j'ai eu envie de dire Wajdi à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un était cette arme que je tenais entre les mains. Wajdi, mon extase, mon amour, la splendeur infinie de ma vie, le joyau de ma raison d'être. Alors j'ai tiré. Le crâne de l'ânesse a explosé dans un barrissement aussi strident que bref. Elle a piétiné sans tête, 1 mètre ou 2 vers l'arrière. Je me suis avancé vers elle et j'ai continué à tirer dans un feu d'artifice de sang, vidant le chargeur. Et tout était rouge et blanc et lumineux et puissant et fort. L'odeur de la poudre et la chaleur de l'arme qui me brûlaient les mains. J'avais 8 ans et j'ai tiré jusqu'à la dernière balle, jusqu'au silence, jusqu'à l'assourdissant battement de mon cœur dans mes oreilles. Une arme à feu, ça se rencontre toujours au singulier. Et que je le dise ici, qui, enfant, n'a jamais vidé le chargeur d'une Kalachnikov ne peut pas savoir ce qu'est le surgissement du divin et l'apothéose de soi projetée tout à coup dans la flamboyance du monde. Les balles sortaient plus vite que la pensée, avec une élégance qui fait vibrer l'arme, jetant l'esprit dans un tel état de transe que l'addiction est immédiate. Incapable de discerner ce qui sort de l'arme, de ce qui sort de lui, l'enfant aussitôt fait corps avec l'âme et se confondant à elle en cet instant de la gâchette, il a la conviction, il a la certitude que c'est de lui que sortent les balles, aussi clairement que les mots et les cris sortent de sa gorge, mais avec un impact tellement plus puissant et des conséquences tellement plus consistantes qu'il ne lui est plus nécessaire ni de parler ni de crier. Pourquoi crier et pourquoi parler quand tirer suffit à atteindre sa cible et l'atteignant, la briser, l'exploser, le casser, l'effondrer, la tuer bien plus efficacement que lorsque l'on parle ou que l'on crie. Continuité du bras, courroie de transmission entre nos galaxies intérieures et le monde extérieur, l'arme devient l'incarnation de l'indicible en l'enfant et par magie, traduit cet indicible, l'exprime en rafale, tout en décuplant la puissance. Les années sont passées, moroses. Je n'ai jamais réussi véritablement à faire le deuil de l'ivresse sublime de cette osmose avec l'arme. La première au soir du 8 juillet 2009 du sang des promesses dans la cour d'honneur du Palais des Papes n'arrive même pas à l'ombre de la cheville de cet instant. Ni la première d'incendie, ni la nomination au Théâtre de la Colline, ni la leçon inaugurale, rien. J'ai vécu cela à un âge qui m'a donné le sentiment que, mis à part l'apparition de Dieu lui-même, le surgissement d'un événement surnaturel, tel qu'assister à un miracle qui fait parler les pierres ou bouger une statue, j'avais vécu ce que j'avais à vivre, c'était bon. Tout allait être affreusement en deçà de ça pour toujours. Qui a, enfant, une seule fois tiré avec une Kalachnikov, ne peut pas se remettre de cette ivresse sublime.
Vous ne pouvez pas vider un chargeur et ensuite oublier. Vous ne pouvez pas faire comme si ça n'avait pas eu lieu. C'est trop violent, c'est trop fort. C'est un pur choc esthétique. Aucun poème, aucun spectacle, aucune expérience artistique ne peut égaler une telle impression de plénitude. Prenez l'orgasme sexuel le plus puissant que vous avez vécu. Multipliez-le par 10. Eh bien, vous êtes encore loin de ce qu'un enfant peut éprouver au moment où se saisit de lui, ce qui n'est rien de moins qu'une éjaculation kalachnikovée. C'est ça, rencontrer la singularité d'une arme à feu. Alors, bien sûr, ce n'est pas bien. Ce n'est pas souhaitable. Mieux vaut éviter ça, comme on dit s'agissant d'un iPhone ou d'une exposition trop prolongée aux écrans pour les enfants, il vaut mieux éviter ça. Il vaut mieux éviter ça. Une kalachnikov, ce n'est pas fait pour les enfants, mais c'est ce qui se passe quand ça se passe. Ça n'aurait pas dû se passer, mais ça s'est passé. Et Dieu sait que cela se passe encore tous les jours aujourd'hui, parce que les 13 milliards de balles de fusils fabriquées chaque année à travers le monde, il faut bien qu'elles soient tirées avant leur date de péremption. Et alors, si ça se répète, si chaque jour l'enfant tire et tire encore, la dépendance quasi métaphysique qui se joue entre l'arme et l'enfant le féconde pour donner naissance à une troisième entité. Un cauchemar que, faute de mieux, on appelle enfant-soldat. C'est Alien, sorti de la cage thoracique de sa victime. L'arme et l'enfant greffés l'un à l'autre ne font plus qu'un fruit d'une rencontre qui n'aurait pas dû avoir lieu, mais qui a eu lieu. Une rencontre qui, à l'image de celle entre Déjanire et Héraclès, n'aurait pas dû s'écrire, mais qui, à l'image de celle entre Créon et Antigone, s'est écrite. Voilà pourquoi ôter l'arme de la main de ses enfants, en pensant qu'il suffit de les séparer pour régler le problème, eh bien, c'est leur arracher la gorge. Beaucoup aussitôt ne savent même plus déglutir, ni avaler, ni parler. Ce qui relie un enfant à une arme relève de la même flamboyance que ce qui peut le relier à un piano. Lui refuser ça, lui dire que c'est pas bien, essayer de le ramener à la raison, c'est l'enfermer dans une pièce sans porte ni fenêtre avec une bête immonde qui s'approche de lui en rageant, tout en exigeant de lui qu'il sorte de la chambre. Alors que le commun des mortels s'indigne à la vue d'un enfant soldat est totalement compréhensible, mais que les artistes se soulèvent devant une telle horreur est un paradoxe qui ne peut s'expliquer que par un manque de considération que ces artistes ont envers leur propre art. Ils s'étouffent de colère, protestent dès lors qu'on touche à leurs moyens de création, mais ils s'insurgent à la vue d'une arme entre les mains d'un enfant sans y voir la moindre contradiction. Ils devraient y réfléchir à deux fois. Quand on atteint la transe, parce que le texte que l'on profère sur scène se saisit de nous et nous fait basculer dans un état chamanique, on est très mal placé pour condamner celui qui éprouve la même chose au moment où il vide son chargeur. Nier le caractère chamanique d'une chose simplement parce qu'on décrète que moralement elle est répréhensible, c'est devoir alors revêtir la soutane et se faire curer pour dire aux ouailles ce qui est bien et ce qui est mal. La chose, bien sûr, est répréhensible, bien sûr, mais elle est aussi chamanique. De la même manière que l'on peut affirmer que toutes les situations sont puissantes, toutes, que ce soit le bonheur de voir naître son fils ou le malheur de voir mourir sa fille, toutes les situations sont puissantes. La puissance du bonheur et la puissance du malheur de ces deux événements sont, du point de vue de leur voltage, identiques. C'est ce qu'elles nous font éprouver de plaisir ou de déplaisir qui est différent. Mais la puissance, elle, est la même. Toutes les situations sont puissantes, en dehors de leur valeur morale. Ainsi, l'enfant bouleversé de bonheur parce qu'il tire avec une arme éprouve le même bouleversement que celui qui est sur une scène de théâtre. Et il arrive parfois, très rarement, dans certains moments d'écriture, que les mots sortent avec la même transe que ce moment de mitraille éprouvé enfant. Il faut alors s'engager dans un chemin très long pour parvenir, fil par fil, nerf par nerf, veine par veine, organe par organe, à défaire la greffe, à séparer l'une de l'autre ces deux entités que sont l'arme et l'enfant. Il faut une opération intérieure qui va s'échelonner sur un temps effroyable, comme ces opérations qui peuvent durer entre 24 et 36 heures et où il s'agit de séparer des frères siamois attachés l'un à l'autre par le tronc. C'est une opération très longue. Telle une tumeur installée au cœur du réseau névralgique de la raison rend son extraction impossible, ce qui s'est greffé, soudé, confondu, à la faveur de cette rencontre entre enfant et arme à feu,
ne peut pas se résoudre et se dénouer sans mettre en danger la vie de l'enfant. Pour y parvenir, il faut renverser la rencontre. Et pour cela, pour renverser la rencontre, il faut en additionner une infinité d'autres et à la singularité de la rencontre avec l'arme à feu, opposer la pluralité des rencontres avec les humains. Aquarelle des rencontres, où couche par couche, teinte par teinte, teinte invisible par teinte invisible, parvenir à peindre ce qui sera l'antithèse de la Kalachnikov. Telle une inception où, selon le film de Christopher Nolan, il faut aller dans les bas-fonds des rêves pour changer la configuration profonde de l'aliénation. Se faire Pénélope, obsessivement penchée sur son métier à tisser et créer un ouvrage où chaque fil est une rencontre qui inverse le désarroi, parfois petite, parfois immense. La beauté d'un paysage, quand on regarde un paysage, eh bien sa beauté n'est qu'une addition entre le tout petit et le très grand, où le brin d'herbe rencontre l'olivier, où les fleurs rencontrent les rochers. C'est la diversité de ce qui est petit, de ce qui est grand, de ce qui est remarquable et de ce qui est moins, qui compose un paysage qui lui confère sa beauté. Il m'a fallu en ce sens l'addition de bien des rencontres pour équilibrer le poids de la Kalachnikov, bien des rencontres pour former le pan de résistance et parvenir à faire la rencontre qui va me donner le courage d'opposer à la Kalachnikov une autre arme et qui n'est autre que la fine pointe d'un crayon mitraillant les mots sur la surface du papier. Ces rencontres. Alors j'ai rencontré Emmanuel après avoir redoublé ma classe de CM2 à Paris. On s'est retrouvés côte à côte et rentrant à l'école, on a réalisé que nous étions voisins. L'année durant, on a marché ensemble pour aller à l'école et pour en revenir. Eh bien, c'est au cours de ces allers-retours qu'à force de raconter le faux et le vrai de la guerre du Liban à Emmanuel, que j'ai fini par lui faire croire que j'étais en fait un enfant adopté et qu'en réalité, je ne m'appelais pas Wajdi, mais que mon vrai prénom était Laurent. « Tu t'appelles Laurent » m'a-t-il dit, éberlué. « Oui, ai-je répondu, je m'appelle Laurent, c'est mon vrai prénom. Mes véritables parents, en fait, sont iraniens. Ils ont vécu à Paris et ils avaient un chauffeur, figure-toi, qu'ils adoraient. Et ce chauffeur s'appelait Laurent. Quand je suis né, ils m'ont appelé Laurent. Alors, si tu veux, à condition que tu gardes le secret sur mes origines, tu peux toi aussi m'appeler Laurent au lieu de Wajdi, si tu veux. Ce qu'il fit toute cette année-là. J'ai rencontré Bruno en 6e au lycée Buffon. Un soir de février, après nous être préparés, nous avons fait une fugue, Bruno et moi. Nous avions pour objectif, notre objectif était de nous rendre en Espagne, à pied. En sortant du lycée, nous avons fait nos adieux aux quelques camarades que nous avions mis dans le secret de notre escapade et nous avons pris la ligne 6 à la station Pasteur jusqu'à Nation, terminus de la ligne, où nous avons changé pour prendre la 1 et nous rendre jusqu'à Château de Vincennes. Sans savoir où nous allions, nous nous sommes dirigés vers ce qu'on pensait être l'Espagne, c'est-à-dire une espèce de sud qui était en réalité un nord-est total. Et nous avons marché une partie de la soirée à travers le bois de Vincennes. La nuit est tombée. À la maison, la panique de ma mère devait être effroyable. Nous nous répétions d'ailleurs sans cesse cela. Putain, c'est la panique à Paris. Nous nous sommes arrêtés dans un renfoncement de la route qui donnait sur ce qui semblait être un enclos à chevaux. Eh bien, c'est là que la police nous a rattrapés pour nous ramener au poste de police de Nogent-sur-Marne. Des dizaines d'années plus tard, Bruno, que j'avais retrouvé, m'a alors révélé que cet endroit, ce fameux renfoncement où on s'est fait arrêter par la police, eh bien, n'était autre que l'entrée de la cartoucherie, juste en face du Théâtre du Soleil. J'ai vérifié les dates. Ariane Mouchkine était en train de répéter Richard II de Shakespeare ce soir-là. J'ai rencontré Madame Marie en 6e. Elle était notre professeure de français. Exaspérée, elle avait fini par me dire, un jour où j'étais au tableau, « Mouawad, écoutez-moi bien, ce n'est pas très compliqué. Soit vous vous décidez d'écrire comme il faut et vous cessez de jouer au con avec moi, soit vous crevez comme un chien dans votre merde et je peux vous assurer que je ne viendrai pas vous pleurer. Vous avez compris? J'en ai rien à foutre que vous ayez vécu la guerre, j'en ai rien à foutre de vos difficultés d'apprentissage, j'en ai rien à foutre de votre mère qui a le cancer. La seule chose qui m'intéresse, c'est que vous soyez capable d'aligner deux mots l'un à la suite de l'autre correctement. Est-ce que vous m'avez compris? Oui. Très bien. Alors retournez à votre place et soyez certain que je n'aurai jamais pitié de vous et que je vous aurai toujours à l'œil. Toujours. J'ai toujours cru que Madame Marie me détestait. Des années plus tard, à la sortie d'un spectacle intitulé Forêt,
que je présentais au théâtre 71 à Malakoff, une vieille dame attendait à l'extérieur sur le grand parvis du théâtre. Je l'ai reconnue tout de suite. Elle s'est approchée de moi, elle m'a regardé longuement, elle m'a serré dans ses bras et m'a dit « Vous ne savez toujours pas aligner deux mots l'un à l'autre correctement. » Et c'est tant mieux. Je suis si fier de vous. Et vous voyez, je vous ai toujours à l'œil. J'ai rencontré Zénon dans son bureau de directeur du collège André Grasset à Montréal. Installé bien droit dans son fauteuil, il m'a informé calmement que le corps professoral avait voté mon exclusion du collège. Tu comprends, tu ne travailles pas, mais ça, à la limite, on aurait pu encore trouver un arrangement. Seulement, ça fait des mois que tu ne viens plus à aucun cours et tu ne passes même plus tes examens. Je sais que tu vis des moments compliqués, que ta mère est en train de mourir à l'hôpital, que ton père est absent et que ton pays est en guerre, mais concrètement, c'est comme si tu n'existais plus dans aucune des fichiers du collège. Alors, il m'a regardé longuement, je ne disais rien, j'avais une capacité au silence inépuisable. 1, 2, 3, le roi du silence, c'était moi. Il n'y a rien qui t'intéresse. Ce qui m'intéresse n'existe pas. Mais c'est quoi? Ça ne sert à rien. Dis tout de même, mais vous ne comprendrez pas. Et je te promets que je comprendrai. Ce qui m'intéresse, ce qui peut être plus fort qu'une Kalachnikov. Alors il y a eu un silence. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je n'ai pas envie d'expliquer. C'est bon, je peux y aller là? Non, attends, assieds-toi et explique-moi. Je veux dire, tu es un garçon sensible, tu es intelligent. Alors ça m'intéresse. Explique-moi que je comprenne. J'ai besoin. Explique-moi. Qu'est-ce qui peut être plus fort qu'une Kalachnikov? J'en sais rien. Une statue qui bouge. D'accord, un miracle, donc oui, appelez ça comme vous voulez, voir une statue qui bouge, ça m'intéresserait plus qu'une Kalachnikov, mais sinon, il n'y a rien. D'accord? Et sinon, vraiment, il n'y a rien? Est-ce qu'il y a autre chose? J'en sais rien, oui, peut-être, artiste, mais c'est bien ça, artiste, tu ne veux pas être artiste, mais je ne sais rien faire, je sais rien faire. Je suis nul en tout, je ne sais pas chanter, ni danser, ni dessiner, je ne sais pas jouer d'un instrument, je ne sais rien faire, d'accord, mais c'est quoi un artiste pour toi? C'est quoi? Comment tu imagines ça, un artiste? Je voulais m'en aller tellement je me sentais profondément humilié. Réponds-moi, comment tu imagines un artiste, c'est tout? C'est quoi pour toi un artiste? Comment tu le vois? Mais j'en sais rien, je ne sais pas, un artiste, ça va dans les cafés, ça porte un foulard, ça écrit, ça fume, ça tombe amoureux, ça part en voyage. Mais d'accord, très bien, mais alors fais ça. Je ne comprenais pas. Quoi ça, fais ça? Oui, fais ça, exactement. C'est ça pour toi un artiste? Eh bien, fais ça, exactement ça. Va dans un café, achète-toi un foulard, écris dans un cahier, fume, tombe amoureux et pars en voyage. Tu n'es pas un artiste. Ok, c'est bon, tu as raison, tu n'es pas un artiste. Mais alors fais semblant. Quelle différence? Personne ne le verra, fais semblant. Tu as raison, tu n'es pas un artiste. Et ce que tu fais n'est pas de l'art. Bon, voilà, c'est réglé, c'est bon, tu n'as plus à te poser de questions. Mais tu peux faire semblant. Qu'est-ce qui t'en empêche? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument être vrai? Fais semblant, et plus tu feras semblant d'être un artiste, plus ce que tu écriras aura l'air d'être une œuvre d'art. Alors je n'ai plus jamais revu Zénon, mais pas un jour ne passe sans que je ne le remercie de m'avoir aidé à voir que la porte que je croyais était fermée était en réalité complètement grande ouverte et qu'il suffisait de ne pas attendre qu'elle s'ouvre, mais simplement de passer à travers. Il y a eu beaucoup d'autres rencontres, et je pourrais y passer des heures. Elles furent le chemin, le relais, pour arriver à celui qui m'arracha au pot de miel. Quand on voit quelqu'un pour la dernière fois, on ne sait pas toujours qu'on le voit pour la dernière fois. Plus tard, on se dit « c'était la dernière fois ». Alors, telle une odyssée intérieure, on désemboîte malgré tout, et l'une après l'autre, les poupées russes de la mémoire qui nous font repasser par les fragments qui constituent les constellations de cette relation, et de poupée russe en poupée russe, on remonte le temps jusqu'à la toute dernière, ou la toute première, la toute petite poupée de bois, celle qui ne s'ouvre pas, puisque avant elle, il n'y avait rien. Elle, la toute dernière, ou la toute première, la plus petite, qui porte en elle vibrant l'instant de la rencontre. On remonte jusqu'à elle et on revoit dans le silence et l'absence de la disparition cet instant qui fut la première fois. Cet instant où, juste avant, il n'y avait encore rien, il n'y avait pas cette rencontre. On ne savait pas. On ne savait pas qu'on est sur le point de passer le seuil de ce qui déterminera tout le reste. On ne le sait pas. Et cette ignorance est précisément ce qui permet tout. Si on savait, tout serait gâché.
car il faut bien être aveugle pour marcher sur le fil qui nous conduit à l'autre. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on ne sait pas que ce sera alors pour le reste de la vie. Aimer, c'est investir dans le chagrin, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, puisque arrivera nécessairement le jour où l'un ou l'autre s'en ira et laissera l'autre inconsolable. Aimer, c'est donc dire à l'autre « je t'aime plus que le chagrin que ta perte me causera ». Ainsi, il en fut de ma rencontre avec François. J'ai rencontré François un jour de février 1991 au 15e étage de la tour de Radio-Canada où il était réalisateur à la chaîne culturelle. J'avais, dans les jours précédents, participé à une table ronde qui faisait dialoguer entre elles différentes générations d'artistes québécois. J'avais 22 ans et je représentais à ce titre la jeunesse. Le mur de Berlin était tombé depuis quelques mois et les États-Unis venaient de lancer leur premier Tomahawk sur ce qui allait devenir la première guerre d'Irak. Pour la première fois, nous entendions des termes comme « frappe chirurgicale »,« guerre propre ». Alors, à la question posée au cours de cette table ronde « À quoi bon un artiste en temps de guerre ?», je n'ai rien trouvé de mieux à répondre qu'un aphorisme de Kafka « Dans ton combat contre le monde, seconde le monde », sans trop savoir ce que ça pouvait signifier et pourquoi j'avais dit ça. Eh bien, c'est cette citation qui a amené François, quelques jours plus tard, à me laisser un message sur mon répondeur. François Ismer, à l'appareil, je suis le réalisateur de l'émission à laquelle vous avez participé, vous avez cité Kafka. Je serai heureux de vous revoir pour échanger davantage. Passez me voir à Radio-Canada demain, si vous le pouvez, à 14h, 15e étage, bureau 1524. Alors, on ne sait pas toujours vers quoi on marche. On ne sait pas ce qui nous attend. C'est le chiffre manquant au théorème qui va permettre la résolution d'une ancienne équation. J'ai traversé le parc La Fontaine sous une tempête de neige pour arriver à Radio-Canada et je suis entré dans le bureau de François pour n'en ressortir que 30 années plus tard à la station Nation sur la ligne du RER A. François arrivait du Sri Lanka et s'apprêtait à retourner à Montréal pour retrouver ses enfants quand la perte de son passeport l'avait cloué à Paris. Alors il était venu passer la nuit à la maison et avait pris rendez-vous le lendemain matin à l'ambassade canadienne, alors que moi, j'allais me rendre à l'Opéra de Paris où je répétais un spectacle. Nous avons passé la soirée à parler de la beauté de certains arbres. Nous avons parlé de la beauté de certains papillons. Et il m'a reparlé des liens qu'il ne cessait de faire entre mythologie grecque et mythologie indienne, de l'aspect invisible des choses. Puis nous avons fumé un cigare et sommes partis faire une promenade le long de la Marne. Les promenades nocturnes étaient un rituel qui avait commencé 30 ans plus tôt. À Montréal, lorsque j'allais passer la soirée chez lui. Une fois ses enfants endormis, nous sortions faire un tour. Et c'est dans les interstices des rues et des ruelles enneigées de Montréal qu'il se mettait alors à me raconter ses voyages dans une sorte de dérive de la parole. C'est le long du boulevard de la Côte-des-Neiges qu'il me fit le récit de la chute de Phnom Penh à laquelle il avait assisté. Sa rencontre avec un groupe de Khmers rouges qui était en train de divaliser une bijouterie. C'était dans une ruelle. François avait sorti son enregistreur de journaliste et avait enregistré là les sons des vitres brisées, des rires et des paroles, jusqu'à ce que, sans raison précise, alors que jusque-là il ne se préoccupait pas de lui, un des Khmers s'était approché de François et avait voulu lui arracher son enregistreur. François avait résisté. Le Khmer s'était alors énervé, avait saisi François pour le plaquer contre le mur. Il avait sorti son pistolet et l'avait pointé sur la tête de François. Il y eut un temps, et puis le Khmer a tiré. La balle avait sifflé à son oreille pour frapper le mur derrière lui, et François sentait encore dans son cou les fragments de béton qui avaient revolé contre sa nuque. Il y eut un instant de stupeur, et François, alors, avait éclaté de rire. Riant aux larmes, pris d'un fou rire si communicatif que les Khmers s'étaient mis à rire avec lui, et de si bon cœur que celui qui lui avait tiré dessus s'était avancé vers François, avait ôté l'étoile rouge qu'il avait sur son képi, il l'avait donnée à François, avait tapé sur son épaule et ils étaient partis. François m'a raconté comment ils avaient fini alors à 8 dans l'ambassade de France à Phnom Penh et comment, après une décision du Quai d'Orsay, tous les Cambodgiens de sexe masculin âgés de plus de 18 ans et qui avaient trouvé refuge au sein de l'ambassade durent être livrés aux Khmers rouges pour être fusillés. Comment François a dû retenir de toutes ses forces un garçon de 11 ans qui voyait son père traîner vers la mort et la honte ressentie à cet instant d'être français. François m'a raconté la colère qui s'était emparée de son oncle devant le cercueil de son fils tué au tout dernier jour de la guerre d'Algérie parce que l'adjudant, par ennemi, l'avait forcé à une mission aussi dangereuse qu'inutile. Comment cet homme, ardent résistant, compagnon de la résistance, avait,
arraché le drapeau tricolore qui recouvrait le cercueil de son fils Jean pour le fouler aux pieds, insultant une génération qui n'avait plus d'honneur. Et entre ces récits, il y avait toujours ces moments où on s'arrêtait subjugué par la beauté d'un arbre, par le reflet d'une lumière. Cela suffisait pour détourner la conversation vers l'évocation d'une peinture et de ci, de là, d'un personnage de la littérature ou de la Bible. Me reconduisant chez moi, il arrêtait la voiture en bas de mon appartement et on restait là 1, 2 ou 3 heures, parfois jusqu'à l'aube, pour que se poursuivent les récits. J'avais l'impression d'être en compagnie de quelqu'un qui avait accès à des jardins magiques et qui acceptait de m'y introduire, me disant, sans jamais me le dire, « Toi aussi, tu pourrais appartenir à ce jardin, si tu veux, et tu peux y venir en tout cas quand bon te semble. » J'avais l'impression d'être avec un être sacré. Je comprenais au fond ce que ça devait être pour un Grec de croiser Socrate à un café, s'asseoir avec lui pour discuter de tout et de rien. C'était simple comme ça. Entre François et moi, au cours de ces années d'amitié, s'est installé entre nous un principe très simple. Il parlait, j'écoutais. De ce qu'il a pu me dire au cours de ces 30 années de fréquentation, j'en ai peut-être compris que le quart. À la fois parce qu'il m'arrivait souvent de m'endormir, à la fois parce qu'il ne se rendait plus compte qu'il n'émettait plus de son au timbre de sa voix et que je ne pouvais plus l'entendre, et parfois, souvent même, parce que j'étais trop petit pour accéder à l'élévation de sa pensée. Cela n'avait aucune importance au fond. L'essentiel était ailleurs. François me révélait qu'il était possible de choisir une manière d'être et de penser sans avoir de compte à rendre à personne. Le plus difficile à faire dans la vie, m'a-t-il dit un jour, c'est assumer. Si tu es prêt à assumer, tu es libre. Tu n'auras plus envie de parler. Tu n'auras plus envie de perdre de temps avec ceux qui t'ennuient. Il m'avait dit de ne jamais faire du travail une valeur. Alors tu ne seras pas esclave des autres. Il pouvait sortir des phrases sans contexte, comme ça, qui tombaient comme des éclairs dans un ciel bleu. François plongeait dans la parole sans savoir ce qu'il allait dire et ressortant, au bout de 2 ou 3 heures plus tard, il me regardait étonné et me demandait « Qu'est-ce que j'ai dit ?» Et moi, incapable de résumer, incapable de refaire le chemin de sa pensée, je répondais par une banalité. Un jour, alors que nous étions au marché Jean Talon, où on s'était arrêté au café italien, il m'a demandé « T'as déjà lu les Grecs ?»« Non. Non. » Et il m'avait demandé ça comme s'il m'avait demandé si je voulais du sucre dans mon café. Il ne me l'aurait pas demandé autrement. Non, vraiment pas, je n'ai pas lu. Ah ben ça te plairait, je crois. Ça ne parle que de toi, tu devrais. J'apprenais à son sujet les choses par bribes. Il s'était converti au judaïsme par amour. Il était l'arrière-petit-neveu de Théophile Gautier. Il avait été élevé par ses grandes-tantes, 3 femmes qui ont vécu ensemble toute leur vie en se partageant les hommes qu'elles rencontraient. Enfant, elle le conduisait se recueillir sur les tombes de ses aïeux, qui avaient été preux chevaliers quelque part au XIIe siècle. François entendait ses tantes parler de l'un ou de l'autre comme si elles les avaient connus. Non, mais tu te souviens quand il est revenu des croisades et qu'il est rentré et qu'il s'est énervé contre le comte de Boislac, comment il avait sorti son épée pour fendre la table en 2, non mais la tête des chambellans, tu te souviens ? Eh bien, dans le RER-A, ce jour où il s'en allait faire son passeport, il lisait « Paroles du Christ » du philosophe Michel Henry. Arrivé à Vincennes, François me dit « Au bout du compte, on peut passer sa vie à méditer sur un personnage comme celui-là. Au bout du compte, on oublie tout ce qu'on croit avoir compris. En revanche, on sait ce que ça signifie de marcher à côté d'un ami. » Ça m'a touché parce qu'il m'a souri au moment où il a prononcé ce mot de ami. Arrivé à Nation, avant qu'il ne descende, je lui ai donné rendez-vous à 17h au café, situé en face de l'entrée des artistes de l'Opéra de Paris. Lorsque je suis rentré dans son bureau, ce jour de février 91, il m'a dit « Je dois mettre de l'argent dans le parc-mètre pour la voiture, vous m'accompagnez ?» Dans l'ascenseur, il m'a demandé si je lisais Kafka depuis longtemps. J'ai dit oui. Il m'a demandé ce que je lisais d'autre. J'ai répondu « Treichel ». Alors ça l'avait ahuri. « Vous lisez Treichel ?» Oui. Et quoi d'autre ? Bien Camus. Ah, et vous lisez comment ? Au hasard, du moment que c'est sombre et dépressif. Le reste ne m'intéresse pas. Quand c'est beau et joyeux, ça m'ennuie. Nous sommes arrivés à la voiture et au lieu de mettre de l'argent dans le parc-mètre, il a ouvert la portière et m'a invité à monter. Il a démarré et nous nous sommes dirigés vers le centre-ville de Montréal. Je ne comprenais pas ni ce qui se passait, ni où on allait. François parlait de poésie jusqu'à stationner à nouveau. On est entré dans un immeuble. Au 9e étage, il a sonné à une porte qui s'est ouverte. Devant nous se tenait un géant, 2 mètres, sinon plus. « Salut Max », dit François. « Salut François », répondit Max. « Je te présente Wajdi, un ami. » Nous sommes entrés dans ce qui était un atelier de peintre. Nous nous sommes installés face à une large baie vitrée donnant sur Montréal enneigé.
Max a apporté du vin et du fromage et s'est mis à parler de l'Italie, des toits de Florence et des différents pigments de bleu utilisés par Giotto. Moi, je n'avais jamais de ma vie été dans un tel état de sidération. Je me disais que j'étais soit avec des fous, soit avec des êtres libres, mais que fou ou libre, je voulais être précisément ça. Les heures sont passées. Je devais retourner à l'école de théâtre où je répétais un spectacle. Bien sûr, je te ramène, me dit François. Arrivé à l'école, je m'apprêtais à descendre quand François me dit « On se voit demain ?» À la pause de la répétition à l'Opéra de Paris, j'ai pris mes messages. J'avais un texto de Sarah, la fille de François. « Rappelle-moi, j'ai appelé. » Ouais, je dis « Papa est tombé, il vient de tomber, il est mort. François est parti. Il est parti, François est mort. Papa est mort. » Lorsque nous nous sommes retrouvés le lendemain, François me dit « C'est tout de même marrant que tu te sois retrouvé à cette table ronde pour parler des générations artistiques québécoises alors que tu viens d'arriver à Montréal. » Oui, lui dis-je, j'ai l'impression d'avoir été capturé par Morgane et moi, au lieu de me tuer comme tous les autres chevaliers de la table ronde partis à la recherche du Graal, elle a voulu s'amuser un peu et m'a dit « Toi, je ne te tuerai pas, mais je vais t'envoyer tout vivant en enfer. » Et elle m'a téléporté ici où il fait moins 30 degrés. François m'avait alors demandé si j'écrivais. Ça m'arrive. Tu ne veux pas alors écrire l'équivalent d'un journal de ce chevalier de la table ronde et raconter comment tu as vécu cette table ronde à Radio-Canada? J'ai passé la nuit à écrire cette veillée du chevalier de la table ronde. Et le lendemain, je l'ai fait lire à François. C'est à cet instant que tout a commencé. Levant la tête, il m'a dit « Non mais c'est toi qui as écrit ça ?» Ce n'est pas du tout le genre de François de poser des questions pareilles. Depuis, François n'a eu de cesse de me répéter que l'écriture agissait chez moi comme une vengeance, comme une colère. Tu devras écrire pour comprendre pourquoi l'écriture a choisi de se servir de toi, comme on se sert d'une arme et contre quoi elle agit. J'ai retrouvé Sarah après la répétition. Elle est venue dormir à la maison. Il a fallu auparavant expliquer aux enfants que François, avec qui ils avaient pris leur petit déjeuner le matin même, était mort. Eh bien oui, on peut voir quelqu'un à 9h et à 17h, c'est fini. Sarah est entrée et s'est effondrée en sanglots aux côtés de Aimé, qui l'a regardée, et j'ai vu ma fille se dire « Ah ouais, d'accord, ça va être comme ça, donc. » J'ai rencontré Aimé le 13 mai 2008 à 21h21. J'ai d'abord vu ses pieds, car elle est née par les pieds. Après quoi, on l'a emportée vers une salle de réanimation. Je ne savais pas encore si elle était fille ou garçon. L'infirmière est revenue et a dit « Est-ce que le père veut venir peser la petite fille ?»« C'est une fille !» Nous nous sommes écriés « Pardon, je croyais que vous saviez, aucune importance. » Je suis entré dans une pièce et elle était là, à peine née. « C'est donc pour toute la vie ?» me suis-je dit. Et il a fallu que je la prenne pour la poser sur la balance. 3,6 kg, une Kalachnikov, ai-je pensé. Avec toi, j'exploserai la tête du malheur. J'ai appelé aussitôt ceux qui ont connu François, ceux à qui je l'avais présenté et qui s'étaient attachés à lui. François est mort. L'émotion était immense, sauf pour moi. Je me suis astreint à m'occuper des autres et en premier lieu des enfants, Jean et Sarah. Je savais que c'était ce que François aurait fait pour moi. Ils ont récupéré son corps à la morgue et ont commencé à organiser la cérémonie pour la crémation. J'ai fait ce qu'il m'avait appris à faire, m'effacer au bon endroit. Quelques semaines plus tard, une fois tout cela passé, une fois les hommages rendus, j'ai attendu la nuit et je suis sorti de la maison. J'ai dit à François, viens, marche à mes côtés. Alors j'ai refait avec lui la dernière promenade que nous avions faite la veille de sa mort, marchant très lentement, pas à pas, et dans ce pas à pas, j'ai pris le temps de lui dire tout ce que j'avais à lui dire. Amour, amitié, amouritié et reconnaissance éternelle. Je n'aurais jamais été le même, ni eu la même vie, ni pu vivre ce que j'ai vécu, ni rien de tout cela qui est là, ou presque, si je n'avais pas rencontré François. Non pas qu'il m'a apporté quoi que ce soit, mais il avait cette capacité de regarder en éclairant par son regard des parties si obscures en moi qu'il m'a permis de les voir, ces parties que tous ceux qui m'entouraient auraient préféré garder dans l'obscurité. Personne n'a à décider à ta place de ce que tu dois connaître et voir de toi-même. Fais ce que tu veux, tu es un héros, n'écoute que ceux que tu aimes et n'aime que ceux que tu écoutes. Je n'étais nullement ému, étrangement, je n'étais même pas triste par sa mort, au contraire. Je ressentais une joie immense et je ne comprenais pas cette joie. J'avais l'impression que sa mort était la cause d'une véritable floraison en moi. J'ai toujours été présent à François, je n'ai jamais dit non.
Je pouvais rester des jours à ses côtés sans rien demander. Je savais que c'était à cet esprit que je devais chauffer le mien. Au cours de toutes ces années, à nos dépens, fidèlement, saison après saison, François a en réalité semé en moi une façon de voir et une manière d'être, de regarder et de se tenir, une droiture, une intégrité qui m'a permis de lire, d'écrire, de parler, de penser qui n'appartiennent qu'à moi, penser par soi-même autant que faire se peut, écrire ce qu'il y a à écrire, ne pas se préoccuper de regard des autres, s'entêter uniquement à ce qu'on aime. Il a semé tout cela sans même le réaliser. Mais ce que je ne savais pas et que sa mort a révélé, c'est que pour que ce qui a été semé puisse pousser, puisse fleurir, il faut que celui qui a semé s'en aille. La joie que je ressentais, l'absence de tristesse qui m'apparaissait comme le pire des clichés au vu de notre amitié, résultait de cette floraison. La mort de François a fait pousser en moi toutes les Amazonies qu'il avait plantées depuis ce jour enneigé de février 1991 jusqu'à ce matin de septembre 2021 où nous nous sommes quittés à la station Nation. Les faits sont simples. Je n'aurais rien écrit si je n'avais pas rencontré François. Alors, de quoi François était, de ce fait, la réincarnation? Lui, si féru de l'Inde, ayant été dans tous les temples et s'étant soumis à toutes les cérémonies, comme s'il l'avait fait pour moi. Et sans doute pas tant réincarnation que métempsychose, association des âmes, magie alchimiste de l'esprit. Les conditions qui ont permis l'apparition de la vie sont une telle addition de hasards et de coïncidences que cela, à la fin, ne peut plus être ni un hasard ni des coïncidences. Ce qui m'a conduit à l'écriture relève de la même impossibilité. Il a bien fallu alors que François soit un messager venu d'un ailleurs pour qu'il me guide et me sauve d'une malédiction. Qu'est-ce qu'il a permis de réparer en moi, de sauver en moi, de consoler à travers moi? Je revois le regard plein de bonté de l'ânesse qui se tourne vers moi. Peut-être alors est-ce de cela qu'il s'agit toujours, de l'innocence qui meurt. Est-ce cela ma rencontre avec François? Qu'est-ce que j'ai tué enfant? Que ce que j'ai tué enfant, cette bête-là que j'ai mitraillée, puisse revenir d'entre les morts sous la forme d'un être sacré, non pas pour me hanter ou pour me punir, mais au contraire, comme un cadeau pour m'aimer et me guider. Comment défaire ce qu'une rencontre inopportune a scellé? Par la pluralité des rencontres. La superposition de leurs aquarelles, des plus petites aux plus vertigineuses, la confrontation entre Antigone et Créon plutôt que l'évitement entre Déjanire et Héraclès, des rocambolesques histoires que je racontais à Emmanuel sur le chemin de l'école, à la fugue en compagnie de Bruno pour trouver au milieu du bois de Vincennes le mot théâtre, à l'injonction de Madame Marie d'apprendre à écrire, au talisman de Zénon pour passer par le chemin clandestin de l'imitation. Pour nous avancer jusqu'au bord de notre ravin, il faut des mains à tenir. Mais de toutes les mains, la plus précieuse est celle qui vous donne finalement le courage de lâcher, parce que écrire, c'est chuter. C'est le battement de son cœur qui remonte à la gorge et qui accélère aux rafales des frayeurs. Tout ce chemin donc pour en arriver à ceci. Écrire au crayon au lieu de tirer à la Kalachnikov. Et échapper enfin à l'impitoyable singularité du verbe rencontrer. Merci. Merci beaucoup, merci. Nous allons prendre donc une pause et on va se retrouver ensuite pour échanger autour de cet interstice, ce monde qui n'est pas tout à fait visible avec Éric Phalippou, autour de la notion de la rencontre, mais qui se situe à un niveau peut-être plus métaphysique que ce qu'on a évoqué jusqu'à présent dans les séminaires. Alors, bonne pause et à tout à l'heure pour ceux qui restent.